Radio Foot International, Annie Gasnier. Bienvenue dans le Café des Sports confiné de Radio Foot International, comme chaque vendredi désormais, ou du moins en ce moment. Et malgré le confinement, nous vous offrons toujours nos versions audio et vidéo. Et si vous voulez nous voir, ruez-vous donc sur la page Facebook de Radio Foot International. Avec nos invités du jour, quand vous les voyez, on vous les présente tout de suite comme le vendredi est de coutume. Alors aujourd'hui, allez, honneur au Réfé qui nous donne un bol d'air parce qu'il est dehors. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bon, c'est l'été pratiquement sur Paris, ça vous a donné envie d'être sur la terrasse? L'été c'est beaucoup dire, mais il fait un peu meilleur que ces derniers jours, oui. Oui, en température en tout cas. Et puis nos deux autres amis débatteurs attitrés du Café des Sports sont là aussi. Bonjour Rémi Ngono et bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Bonjour Annie, bonjour Xavier. Ah, il est en rouge aujourd'hui. Rouge sang, ça va couler. Je vois qu'il a les couleurs du Flamengo et d'ailleurs il a derrière lui un superbe toucan qui vient peut-être du Brésil. Il vient d'Équateur, Annie. Ah oui. Il vient d'Équateur, mais il vient de la forêt amazonienne, puisqu'il y a un petit bout d'Équateur en Amazonie. C'est un vrai œuvre artisanale de l'Équateur. Il n'y en a pas qu'en forêt amazonienne de ces toucans, on peut en voir un peu partout. C'est vraiment un oiseau fabuleux dans ces contrées sud-américaines. Il y a aussi derrière, alors on ne peut pas dire derrière la vitre ici, alors je vais juste dire derrière le micro, tous ceux qui m'aident à préparer cette émission, David Finzel, Pierre Guérin, Souel Kedir et Laurent Salerno, notre maestro de retour aujourd'hui dans Radio Foot International. Ne vous inquiétez pas, il était là, mais il avait d'autres occupations dans la radio. Les sujets du débat du jour. En ces jours de déconfinement, puisque c'est le mot désormais à la mode, après confinement, on a le déconfinement, heureusement d'ailleurs, on s'amusera à imaginer le football du monde d'après. D'ailleurs, y aura-t-il un monde d'après? C'est la thématique aujourd'hui sur RFI. Ce monde d'après sera-t-il différent dans le football? Surtout, et quel serait votre football idéal? Eh bien, nous en parlerons. Nous parlerons aussi de reprise, la reprise qui se dessine. Alors en Allemagne, dès le 16 mai, on a aussi d'autres pays européens, Portugal, Danemark, Turquie et l'Espagne. François David viendra nous rejoindre et nous racontera ses retours à l'entraînement un peu spectaculaire, un ganté masqué, mais nos stars comme Messi se plient à ce jeu, à cette obligation sanitaire. Enfin, nous parlerons de la France, l'irréductible village gaulois d'Uderzo et Goscinny, celui de Astérix et Obélix. Eh bien oui, c'est nous, le seul grand championnat, comme on dit en Europe, un des 5 à ne pas reprendre. La Ligue peut-elle revenir sur sa décision ou est-ce que ce sera un problème de plus et surtout un problème financier pour le championnat de France? Et puis bien sûr, nous aurons nos cartons et nous finirons en musique comme nous en avons pris l'habitude. Cette fois, ce sera en Wolof. Le Wolof, ça vous dit quelque chose, hein, Xavier Barré, vous qui avez passé votre enfance à Dakar. Allez, Radio Foot, c'est parti. Le monde de demain, tant qu'il a qui nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Le monde d'après qui se profile, quel sera-t-il? Imaginons que Anglais, Italiens, Allemands, Espagnols arrivent. S'entraîner ou pas s'entraîner, c'est pas du Shakespeare. On espère bientôt reparler de ce football africain qu'on aime tant. Le monde d'après sera-t-il différent du monde d'avant? La question est dans tous les esprits. On essaye de s'organiser pour des scénarios de sortie de crise pour que le football puisse reprendre ses droits. Journée spéciale donc sur RFI consacrée à ce monde d'après, si tant est qu'il y en aura un. En tout cas, c'est sûr que cette période de confinement et de pandémie mondiale due au Covid-19 nous a peut-être pas changé, mais en tout cas bien marqué. Alors, ce monde d'après ressemblera-t-il au monde d'avant? Question posée notamment dans le domaine du football. Alors, je ne voudrais pas qu'on parle du court terme, parce que le court terme, on va en parler après. Le court terme, c'est la reprise. Mais à plus long terme, à quoi ressemblera ce monde du football et quelles seront surtout les conséquences de cette période de paralysie sur les terrains et dans les stades. Alors, on a une économie bouleversée, en tout cas tous les économistes nous le disent. Le foot business, ce fameux
mot un peu péjoratif pour désigner les derniers temps le monde du football. Est-ce qu'il aura le même visage? Est-ce que cette course à l'argent à laquelle on a assisté ces derniers temps, cette course au salaire très élevé, cette course aussi au transfert record, est-ce que ça sera toujours là? Est-ce qu'il y a une réflexion à mener? Est-ce qu'elle est déjà latente? Est-ce qu'elle peut arriver? Allez, Alejandro Valente. Bah, je pense qu'effectivement, il y aura un monde qui va être assez différent. On sait déjà que cette crise, même si un jour on en sort par le haut et que cette épidémie disparaît, va laisser quand même beaucoup de traces dans beaucoup de secteurs. On le sait, le tourisme ne sera plus le même qu'avant. Le monde du spectacle, y compris sportif, sera différent également. Enfin, il y a plein de secteurs qui ont découvert une grande fragilité à cette occasion et je pense que les investisseurs ne vont pas manquer d'en tenir compte. Pour moi, le football aura beaucoup de mal à retrouver non seulement son économie d'antan, mais également, par exemple, ses affluences. Ces stades énormes, bien remplis. D'ailleurs, beaucoup de clubs qui ont des projets, des nouveaux stades en construction, sont en train de les repenser parce qu'ils se disent que peut-être le monde de demain, le monde d'après-Covid, sera probablement un monde où il y aura moins de monde dans les stades et plus de monde devant les écrans. Donc oui, je pense qu'il y aura quand même des conséquences très importantes. Xavier Barret, est-ce que vous pensez que… Alors, Alejandro parle des stades. Moi, je pense peut-être à une chose. On a vu que le Mexique avait un petit peu… alors, je ne sais pas si c'est faute d'option, mais en tout cas, choisi cette solution. C'est les ligues fermées. On sait que c'est un peu un fantôme comme ça, notamment en Europe pour les grands clubs européens. Est-ce qu'on pourrait aussi, pour se sauver et pour notamment sauver un modèle économique, aller vers les ligues fermées? Ligues fermées telles qu'elles existent déjà aux États-Unis, par exemple, avec la MLS, oui, qui est un championnat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de descente, on pas de montée, et en fait, les grands clubs restent entre eux, quoi. On est seulement sur du spectacle. Le football est un pur spectacle. Alors, El Jefe évoquait le problème des affluences au stade. Or, c'est un élément de développement qui a été très important ces dernières années pour beaucoup de clubs, notamment en Angleterre, Arsenal par exemple et Tottenham avec leur nouveau stade, mais aussi en Allemagne où la billetterie est une part très importante des budgets des clubs. Moins en France, puisque ça représente qu'entre 10 et 15% des budgets des clubs, la billetterie. Donc, le monde d'après, est-ce que ça va bouleverser le monde du football? Moi, j'en suis personnellement pas convaincu du tout. D'ailleurs, on voit bien la réaction en général des décideurs comme des supporters. Ils veulent tous revenir au monde d'avant. Ils veulent tous revivre ce qu'ils ont vécu il y a encore quelques semaines. Donc, et je crois que c'est-à-dire revivre la ferveur seulement pour ce qui est des supporters ou aussi cette ébullition qui avait cette folie d'un Neymar à 200 et quelques millions d'euros, un Mbappé à 180, ça leur plaît aussi ça au club et aux supporters? On le voit bien sur les réseaux sociaux où les gens sont encore là en train de spéculer sur les transferts, même si pour le moment la planète foot est à l'arrêt. Ils pensent déjà au transfert de l'été prochain et on sait qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont susceptibles d'arriver avec toujours plus d'argent, aussi bien en tant que propriétaire des clubs avec le fonds saoudien qui risque de racheter Newcastle, on parle aussi de son arrivée à Marseille, mais on va y revenir, avec des nouveaux acteurs dans le monde des droits télé. On sait que Amazon, par exemple, diffuse certaines journées en Angleterre, qu'ils ont acheté les droits de la retransmission de la Ligue des Champions en Allemagne. Donc moi, très franchement, ce monde d'après plus raisonnable, j'y crois pas vraiment. Alors, on peut le souhaiter sur certains points d'organisation qui sont indispensables. Je l'avais dit dans une précédente émission d'ailleurs. Il y a déjà des règlements, faisons-les appliquer, notamment le fair play financier en Europe, mais aussi dans les pays où il y a, comme en France, le DNCG. Et on verra après. Mais très franchement, une amélioration du monde économique en général et du monde du football en particulier, j'y crois pas vraiment. Et vous, Rémi Ngono, est-ce que vous y croyez à ce football idéal dans un monde idéal? Pour une fois, je pourrais être d'accord avec Xavier Barret. Ça commence bien pour l'émission, alors c'est bien. Oui, parce qu'en réalité, tout a été déjà fait avant. Parce que comment aux entreprises attendent des rendez-là, le FOL avait anticipé. Lorsque vous regardez par exemple que les sphères en Angleterre en première ligue, c'était 1,5 milliard.
mais c'est de l'argent qui était déjà dans des caisses. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en 2019, les clubs anglais avaient déjà des contrats qui rapportaient 3 milliards 200 millions, rien que pour les droits télé. Ça, c'était jusqu'en 2019. Et en 2019, ça a encore été, ça a augmenté. Ce qui signifie que… Oui, mais Rémi, là, il y a une crise. Il y a eu une paralysie. Ne peuvent pas être tout de suite annihilés. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on continue, sans pour autant oublier que, par exemple, il y a les contrats équipements, comme par exemple, regardez Manchester United. Ils ont signé avec Adidas 94 millions d'euros par an. Et ça, il faut au moins 8 ans. Comment est-ce que vous allez donc faire lorsque ces clubs sont déjà évalués à plus d'1 milliard de valeur? Donc, pour moi, aujourd'hui, le coronavirus, le COVID-19, n'a duré ou ne va durer que quelques 4-5 ans, mais ils sont un trésor de guerre. Raison pour laquelle je trouve que les petits clubs, ceux qui n'avaient pas grand-chose, pourraient souffrir. Certes, il y aura des creux, le vide dans les stades, il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais au niveau de l'économie, ça ne fera pas grand-chose parce que seule la billetterie va souffrir. Or, la billetterie, quand vous regardez ces clubs par rapport aux autres frais dérivés, la billetterie ne représente pas grand-chose. Et surtout que ce n'est pas à long terme, ce n'est pas pour 1 an ou 2 ans. Ça dépend des pays, hein, Rémi, parce qu'on sait que par exemple en Allemagne, la billetterie a une certaine importance. Alejandro, juste une dernière question sur cette thématique autour disons des économies de certains clubs qui avaient choisi d'être à court terme, on va dire. Et je pense à Monaco, je pense à Lille, qui étaient les 2 modèles les plus criants dans le championnat de France ces derniers temps, où ils misaient tout sur une montée en puissance de certains joueurs qui après étaient financés extrêmement cher. Est-ce que ce genre de modèle, ils ne sont pas les seuls, hein, dans d'autres pays, on pense au championnat du Portugal par exemple, est-ce que ce modèle de l'immédiateté peut être touché ou remis en question ou qu'on procéderait différemment? Ce n'est pas impossible parce que beaucoup de clubs, des clubs qui habituellement animent le marché des transferts, envisagent pour cette année de faire plutôt des échanges, éviter d'investir des sommes importantes puisque tous les clubs connaissent des déficits conséquents et ça peut effectivement fragiliser les modèles qui reposaient beaucoup sur la vente des joueurs. Je pense à, vous avez cité quelques clubs, mais aussi il y a des pays qui sont très dépendants de ce marché, comme le Brésil ou l'Argentine par exemple. Ils se préparent à connaître des mois très compliqués, très difficiles. Donc oui, je pense que là aussi, l'économie sera impactée. Et puis, ça peut également permettre à la FIFA, qui voulait mettre un peu d'ordre dans le marché des transferts, de sévir plus facilement avec ce marché qui va être un petit peu en demi-teinte. Donc, ça donnera peut-être l'occasion de mettre un peu d'ordre. Xavier Barrin, on entend dire aussi qu'il y aurait, pour la transition de la reprise sur laquelle on va arriver, quelques aménagements de texte, et notamment les remplacements qui passeraient de 3 à 5. Et ça pourrait rester dans le football de demain? On sait que souvent, ces expérimentations sont un moyen de changer les règles. D'ordinaire, c'est assez long. Les footballeurs anglais voudraient même raccourcir les matchs. Hein. Oui, on a vu ça. Bon, de toute façon, il y a déjà le droit à un 4e remplacement en prolongation. Ça, c'est déjà acté depuis l'année dernière. Et c'est quelque chose qui va sûrement peut-être s'étendre. Hein. Qui dit qu'il n'y aurait pas un 4e remplacement désormais? S'il y a un 3e joueur qui doit… Ici, les 3 remplacements ont été effectués, qu'il y a un joueur… Bon, on sait que souvent, ce genre d'évolution se poursuit. Il faut rappeler qu'en 1994, quand est arrivé le 3e remplacement, au début, il n'était valable que pour qu'en cas de blessure du gardien de but. Et il s'est passé un match, c'était un match… je crois que c'était Italie-Irlande ou Italie-Norvège à la Coupe du Monde 1994. Et à ce moment-là, vous avez le gardien italien qui est exclu et l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe d'Italie qui procède au remplacement de son gardien exclu en faisant sortir un joueur et en faisant rentrer un nouveau gardien. Et il a fait 3 changements dans ce match, alors qu'en théorie, il devait seulement remplacer le gardien. Du coup, il y avait une ambiguïté, une faille, et derrière, on a généralisé le 3e remplacement. Donc, on peut imaginer que ce 5e remplacement qui soit autorisé pour la durée simplement de la crise
vous allez l'arrêter quand, cette crise? La France va peut-être reprendre en août, alors que les Anglais seront en train de finir la saison d'avant. Donc, eux, ils pourront avoir 5 remplaçants et en France, vous ne pourrez pas avoir. Donc, ça va être très compliqué. À partir du moment où ce sera autorisé, ça n'est pas encore, hein, il faut que ce soit validé par l'International Board, ce sera très compliqué de revenir en arrière. Alors, ce monde de demain, ce monde d'après, en tout cas, comme on dit, on a essayé de l'évoquer, mais pour l'instant, on va parler du monde de maintenant, avec la reprise, puisque c'est le moment où tout le monde essaye d'envisager, en tout cas, une reprise, quelle que soit la date et quel que soit le moment, si c'est sur cette saison ou sur l'autre. C'est en tout cas le contexte de déconfinement. Cette décision politique est une bonne nouvelle pour la Bundesliga, pour les équipes de première et de deuxième division. Mais il est évident que cela implique une grande responsabilité pour tous les clubs et leurs employés afin de mettre en œuvre au mieux les exigences médicales, sanitaires et organisationnelles. Elles devront être réalisées avec la plus grande des disciplines. Il est vrai que jouer sans spectateurs n'est idéal pour personne, mais dans cette crise qui menace la survie même de certains clubs, c'est la seule solution. Jouer à huis clos est la seule alternative pour assurer l'existence future de nos deux ligues et de beaucoup de nos clubs. L'Allemagne a pris de l'avance dès hier soir, juste après donc l'autorisation de la chancelière Angela Merkel. C'était un peu l'autorisation politique et celle ensuite des présidents des Länder. Eh bien, c'est le président de la Ligue, donc Christian Siebert, que vous avez entendu, qui a avancé une date. Cette date de reprise de la Bundesliga, ce sera finalement le 16 mai. Et d'ailleurs, ça se commencera par un très beau match puisqu'il y aura un derby, le derby de la Ruhr, la région industrielle de ce pays, entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Alors, l'entraînement a repris dans l'ensemble des clubs allemands depuis plusieurs semaines, dans un contexte sanitaire très particulier. Il y a des tests à tout va pour les joueurs et le staff. Il n'y aura pas théoriquement de photos de groupe, de salutations, et pas de public, et surtout du huis clos. Ailleurs en Europe, on s'interroge aussi. L'Espagne, notamment, est en train d'essayer, elle aussi, de revenir à l'entraînement. Et justement, nous allons tout de suite en Espagne rejoindre notre correspondant. Pour ceux qui nous regardent, vous allez même pouvoir voir la tête de François David. Bonjour François David. Bonjour Annie, bonjour Réfé, salut Rémi. Bienvenido dans nos débats. Alors, François David, la Liga est en train de retourner, les joueurs sont en train de retourner dans les centres d'entraînement. On a vu Messi avec des gants et un masque, ainsi que l'ensemble de ses camarades. Pas tous, Annie, pas tous, justement, Annie. Il n'y a eu que 7 joueurs hier qui ont respecté les procédures de sécurité, c'est-à-dire masque et gants. Sinon, tous les autres qui sont arrivés à l'entraînement à la Ciudad Deportiva Barça, leur centre technique, en gants, en masque. Alors, peut-être qu'ils étaient à plus d'1 mètre de leurs camarades. Pour eux, mais bon, au moins Messi, il avait son masque et… Messi savait qu'on allait le prendre en photo. En tout cas, masqué, ganté, dites-moi, dans un pays quand même traumatisé par un bilan de décès qui est énorme, qui est de 26 000 victimes pour l'instant, comment est vu ce retour au travail, on va dire, des footballeurs, et surtout, quelles sont les perspectives de voir reprendre le championnat d'Espagne? C'est acté. Javier Tebas, le fameux président de la Ligue espagnole, a fait une énorme pression sur le gouvernement de Pedro Sánchez pour reprendre le football. Alors, la date est prévue le 14 juin. On va rejouer au football le 14 juin. En attendant, une batterie de tests pour toutes les équipes professionnelles, donc Ligue 1, Ligue 2. En Espagne, ça a commencé hier avec 15 équipes, dont le Barça et le Real Madrid. Et aujourd'hui, c'était autour du Betis et d'autres clubs. Ça va être vraiment séparé, c'est-à-dire que, premièrement, les tests, on attend les résultats du test. D'ailleurs, nos confrères espagnols nous disent qu'au FC Barcelone, aucun cas positif. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le football et les fans du Barça. Et après, entraînement individuel, bien sûr. Et petit à petit, si les conditions s'améliorent, reprise des entraînements collectifs. Il faudra voir après le nombre de tests qu'ils vont faire, soit par jour, soit tous les 2 jours. Et comme en Allemagne, comme il envisage, peut-être de mettre tous les joueurs dans un même hôtel pendant 15 jours. Ce que le syndicat des gens en Espagne a dit non. Il le fait en Allemagne et ici non, hors de question. Donc on va avoir
comment ça va se passer. Mais bon, c'était une priorité peut-être pour la Ligue, pour le gouvernement aussi, parce qu'on sait qu'ici, le football, c'est comme en Italie, ça fait partie de la vie des gens. Et Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a quand même dit que c'était quelque chose qui allait faire du bien au moral des gens. Donc lui, il encourageait aussi à reprendre le foot. Alejandro Valente, il reste quand même énormément de journées dans ce championnat. Il en reste encore 11. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de matchs après ces 2 mois d'arrêt. Les joueurs seront aptes, donc François nous dit à la mi-juin. Mais il va falloir en plus faire beaucoup de journées en peu de temps. Oui, mais justement, c'est là qu'intervient la modification de règlement proposé par la FIFA. Donc, avec 100 remplacements par match, ça permet de faire tourner davantage l'effectif et de limiter les risques de blessures. Vous savez, Barcelone a connu, par exemple, de nombreuses blessures au cours de la saison. Là, les joueurs sont plutôt en forme. Il y a même un certain Ousmane Dembélé qui aimerait bien revenir dans le groupe, mais il en avait été exclu pour laisser la place à Martin Braithwaite. Et du coup, lui, il n'a pas le droit à des tests et donc il n'a pas le droit à retrouver les terrains d'entraînement. Cela dit, Barcelone, comme les grands clubs, ont un effectif suffisant pour faire tourner. Le grand débat aujourd'hui, c'est, François nous le confirmera peut-être, c'est la finale de la Coupe, puisqu'elle oppose 2 équipes basques qui ne veulent absolument pas jouer à huis clos. C'est l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Et donc, c'est un sujet de débat assez important. Oui, c'est un débat. Ça a été un débat aussi. On avait vu des groupes de supporters en France et en Allemagne. François s'érigeait contre le huis clos. Ah oui, bon, au bout d'un moment, c'est la sécurité des gens qui prévaut. Et je comprends, moi, les fans de l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Pour une fois qu'on n'avait pas le Barça en finale, ils avaient pu se frayer un chemin dans cette nouvelle formule de la Coupe d'Espagne à match unique. Oui. Donc, sauf en demi-finale, donc c'était super. Et ça va être une grande fête populaire. En plus, 2 clubs qui ne détestent pas, Athletic Bilbao et Real Sociedad. Comment est-ce qu'on fait? Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Alors, juste une seconde, j'écoutais Rémi tout à l'heure parler que les recettes, c'est pas important pour les clubs. Rémi va le dire à Florentino Pérez que les recettes ne sont pas importantes parce que c'est non seulement les entrées au stade, et c'est pareil pour le Barça. Les entrées au stade, les visites au musée, les ventes de maillots dans la boutique et tous les petits commerces qui y a autour, ça manque à gagner énorme pour les clubs, c'est beaucoup plus important. Ça manque à gagner du huis clos pour les grands clubs comme Atlético, Real et Barça que un club comme les Ganes qui lui vit avec les droits télé et les ventes de joueurs. Là, c'est terrible pour l'économie de ces 3 grands clubs-là, en tout cas. Rémi, justement, Annie, oui, allez-y, oui, Xavier, pardon. Je voulais dire une chose dans ce qui est très intéressant dans le sujet que vous avez évoqué sur la finale de la Coupe d'Espagne entre les clubs basques, c'est que sur la base du classement actuel, la Real Sociedad serait en Ligue des Champions, mais Bilbao ne serait pas européen. Et Bilbao, on sait que c'est un club qui a une très forte identité. Il n'y a que des joueurs basques, par exemple, il n'y a pas de joueurs étrangers, à moins qu'ils aient des origines basques, ce qui arrive de temps en temps. Mais surtout, ils ont dit qu'ils préféraient ne pas être européens et jouer la finale de la Coupe d'Espagne, même plus tard dans le calendrier, et offrir ça à leurs supporters pour que cette grande fête du football basque puisse avoir lieu en présence de public. Donc, ils ont privilégié leurs supporters et leur public, enfin, ils proposent en tout cas de privilégier leurs supporters et leur public plutôt qu'une qualification européenne. Je crois qu'il fallait le signaler. Rémi, quand ce championnat s'est arrêté, on se souvient que ce mano à mano que se menait au fil de la saison, ils ont été un peu à la peine, le Barça et le Real. Le Barça était devant le Real. Est-ce que on sait que le Real court après ce titre et que c'était devenu plus important que la Coupe d'Europe pour le Real Madrid? Est-ce que la pandémie, cet arrêt, le fait qu'il y ait maintenant des matchs à huis clos, sans doute, et tout peut changer un peu, selon vous, la mentalité du Real? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus au Real, dans la mesure où, d'ailleurs, le Real est la première équipe d'Espagne qui ne va pas jouer dans son stade. Ce ne sera pas le Santiago Bernabéu, mais plutôt dans le stade de Di Stéfano. Donc, ça change déjà. Et au-delà de ça, les joueurs seront aussi un peu, je ne sais pas, ils ne seront pas dans leur cadre. Donc, première des choses, ils ne seront pas dans le stade où ils sont souvent habitués à être. Deuxième des choses maintenant, ils seront logés dans un hôtel
avec des familles. Certes, on parle des piscines, mais c'est un dépaysement, c'est totalement une autre façon de vivre qu'ils doivent apprendre à faire aujourd'hui. Et bon, bien évidemment, pour ce vendredi, nous aurons à connaître certainement des résultats des tests pour savoir qui peuvent être déjà capables de pouvoir jouer parce que… non, mais je pensais plutôt à l'état d'esprit qu'à l'état physique, en l'occurrence. Oui, il y a et puis, vous voyez, par exemple, il y a eu le cas Jovic, dont on a beaucoup eu à parler pendant tout le confinement. Donc, pour l'instant, je crois quand même que… Le jeune joueur qui était rentré chez lui, dans son pays. Le Real était prêt, il était en train de remonter en puissance, mais je crois que cet élan a été aussi beaucoup brisé. Et comme je le dis, c'est un cadre, c'est quelque chose dont on ignore aujourd'hui et dont on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Parce que le Barça… Rémi Ngono aura une bonne excuse. Si le Real n'est pas champion, c'est la faute de la maladie. Avec le Betis, donc ils n'étaient pas en train de monter en puissance, le Real. Ouais. Bon, on verra ça. Là, je pense que… Ils cherchent déjà des excuses. Ils cherchent déjà des excuses. Tous les compteurs seront remis à zéro. François, une dernière question. En France, on attend l'arrivée d'un certain Mediapro qui va être le groupe hispano-chinois chargé désormais de retransmettre la Ligue 1. Pour ce groupe qui a acheté très cher les matchs du championnat de France, c'est sans doute une très bonne opération que les matchs de Liga reviennent. Bien sûr, même si Jean-Pierre Rourès, qui est le grand boss, le grand Manitou des médias ici, le patron de Mediapro, lui avait préconisé match à huis clos, donc sans public. Et au premier test positif dans les clubs, on arrête tout. Là, c'était ce qu'il préconisait. Maintenant, je pense qu'il s'est un petit peu assoupli. En revanche, pour des diffusions en clair, pour les gens qui ne peuvent pas évidemment aller au stade, ça va être niette, ça va être impossible. Le Barça s'est proposé de retransmettre tous ses matchs à travers son canal de Barça TV, un canal libre, un canal possible et en clair. Mais tous les gens vont devoir payer évidemment pour voir le Betis contre le Séville et tout ça. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour eux et on va voir ce que va donner Mediapro l'an prochain et la France au moins on est. Merci beaucoup François David d'avoir été avec nous en direct de Barcelone et bien sûr on reviendra vers vous si le championnat reprenait. Merci beaucoup. Hasta luego. Je voulais revenir juste un instant sur l'Allemagne. L'Allemagne qui est censée donc reprendre prochainement. L'Allemagne d'ailleurs a noté cette information qui nous est parvenue et c'est intéressant. Miroslav Klose qui était, on s'en souvient, notamment un des anciens joueurs de l'équipe d'Allemagne présent lors du titre mondial au Brésil et qui a longtemps joué au Bayern, il devient l'adjoint en fait de l'entraîneur actuel de Hans Flick et il sera donc sur le banc désormais du Bayern Munich. Mais sur l'Allemagne, Alejandro, peut-être ou Rémi, Salomon Kalou, que lui a-t-il pris de s'amuser à se filmer et de saluer ses camarades, de leur serrer la main et de faire des checks, de s'amuser devant une caméra en direct pour ses suiveurs, alors qu'on est théoriquement dans un contexte de distanciation, peut-être pas sociale, mais en tout cas physique. Bon, si vous me parlez de ça, je ne serais pas capable d'entrer dans sa tête parce que lui seul sait ce qui est arrivé. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a beaucoup d'autres interdictions qui arrivent. Et c'est là où il faut déjà dire, comme je l'avais déjà prédit, que beaucoup de gens vont tomber dans le panneau parce qu'ils ont été habitués à certains gestes. Par exemple, les joueurs de Eibar. Les joueurs de Eibar ont dit, nous, on ne peut pas jouer parce que on ne peut pas respecter la distanciation. Et ils ont dit ça, que la première mesure, c'est la distanciation. Et maintenant, il y a autre chose. Ce n'est pas seulement la distanciation. Et il y a aussi une autre interdiction. Il ne faut pas cracher. Un joueur comme Messi, il crache à toutes les 3 minutes. Et je crois que c'est tous les joueurs pratiquement, hein, Rémi, même Cristiano. Tous les joueurs crachent. Ne pas avoir changé de maillot. Donc, c'est très difficile de réapprendre ça en très peu de temps comme ça. Donc, je me dis certainement qu'il a été pris comme ça. Là, vous vous rappelez quand même que la femme de Donald Trump, à peine Donald Trump venait de dire qu'il ne fallait pas se saluer, il ne fallait pas s'embrasser. Elle est venue, elle a salué tout le monde, elle a embrassé tout le monde avant de se rappeler qu'il ne fallait pas le faire et d'être mise en quarantaine. Donc, je me dis peut-être que
C'est un réflexe. Sauf vraiment geste d'inconscience ou de défi de sa part, mais je me dis que c'est une routine qui arrive comme ça parce qu'il était déjà habitué. Il est très compliqué de changer les habitudes lorsqu'on a été habitué à faire quelque chose. Donc, pour moi, il y a des circonstances atténuantes parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, même devant sa belle-mère. » Bon, je vois que tout le monde opine du chef, donc on va tous être gentils et pardonner Salomon Kalou. À noter donc qu'une dizaine de pays européens désormais sont de nouveau à l'entraînement pour ce qui est de leur propre championnat. On a eu quelques dates. La Turquie reprendra son championnat le 12 juin. Le Portugal est sur le point de reprendre. Le Danemark. Et puis l'Italie et l'Angleterre, ce sont les grands points d'interrogation. C'est le suspense et on y reviendra dans notre prochaine édition, très certainement. En tout cas, en France, il n'y a plus de suspense. Nous sommes donc comme dans le village d'Astérix, dans notre pays, entouré et bien d'autres championnats prêts à reprendre. Alors à noter, sauf les Pays-Bas qui nous avaient devancés dans cette décision et la Belgique qui finalement nous a aussi suivis. Xavier Barret, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, voir est-ce que ça n'aurait pas été souhaitable qu'il y ait une harmonisation européenne à ce niveau ? Alors, on voit bien que c'est très compliqué d'avoir une harmonisation européenne au niveau de la lutte contre l'épidémie, puisque les pays ne sont pas impactés de la même manière. On cite l'Allemagne en exemple. Il y a eu 7000 morts de l'épidémie en Allemagne, quand il y en a 30 000 en Angleterre et plus de 25 000 en Italie, en Espagne et en France. Donc forcément, la perception des choses n'est pas la même. Les gouvernements ne gèrent pas les choses de la même façon. Et à partir de ce moment-là, les instances du football dans les différents pays sont obligées de suivre les préconisations du gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement européen, alors certains peuvent s'en réjouir, d'autres le déplorer. À partir de ce moment-là, l'UEFA, elle est obligée de composer avec les réalités politiques dans les différents pays. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir finalement une concurrence un peu déloyale ? Ah bah complètement. Complètement. Et là, quelque part, on peut très bien comprendre ce que dit Jean-Michel Aulas, c'est qu'aujourd'hui, la France du football est à l'arrêt. Qu'est-ce que vont faire les passionnés de foot, et moi le premier, dès le 15 mai, je la regarde d'ailleurs, mais je vais regarder la Bundesliga. Mais au lieu de regarder seulement 1 ou 2 matchs par journée, là, je vais regarder les 9. Donc, il y a vraiment une concurrence déloyale pour le football français, pour la Ligue 1, qui rame même pour se hisser au niveau, pas des 5 grands championnats, parce que l'Angleterre et l'Espagne sont loin devant, mais au niveau de l'Italie et de l'Allemagne, au niveau des droits télé, au niveau de la notoriété, au niveau de l'exportation des images de la Ligue 1, et qui là va se retrouver à l'arrêt alors que les autres jouent. La retransmission. Alejandro Valente, donc le championnat de France est arrêté depuis une semaine. On avait eu la nouvelle le 30 avril dernier suite à la déclaration du Premier ministre en France, Édouard Philippe. On s'était posé la question la semaine dernière, je me souviens très bien, est-ce qu'il y avait eu précipitation ? On n'en était pas sûr, on se disait peut-être oui et tout. Maintenant, avec finalement, on voit les chiffres, en tout cas que nous donnent les médecins, du ralentissement de l'épidémie. Est-ce qu'il y a eu précipitation ? Mais surtout, on entend Jean-Michel Aulas, donc le président de l'OL, qui avait tempêté contre la décision, on s'en souvient, c'est ce que rappelait Xavier, et qui dit « ce n'est peut-être pas trop tard ». Alejandro, est-ce que la Ligue 1 pourrait reprendre ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ça me paraît difficile. Je me rappelle la semaine dernière avec Xavier Barret, on était d'accord pour dire que malheureusement le gouvernement avait pris une décision qui allait pénaliser le football français et je pense qu'on est en plein dedans. Alors est-ce qu'il est trop tard ? Je pense que oui, parce que les clubs sont en train de convoquer leurs joueurs justement pour une reprise de l'entraînement vers la mi-juin, autour de la mi-juin, donc pour évidemment préparer la saison prochaine. Je vois mal alors que les joueurs se sont mentalement déjà préparés à ça, rappeler tout le monde précipitamment pour démarrer tout de suite les entraînements, ça me paraît impossible. Donc je pense qu'effectivement, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que les 2 finales des coupes puissent avoir lieu avant le 3 août, afin de permettre aux clubs qui y participent de compter, de peser dans la qualification européenne. Je crois qu'on ne pourra pas faire mieux que ça.
Entre le PSG et Lyon pour ce qui est de la Coupe de la Ligue et entre le PSG et Saint-Étienne pour ce qui est de la Coupe de France. Rémi, alors on s'en souvient, vous, votre position, c'était, ça rejoignait celle de Marc Libra, on s'en souvient la semaine dernière, c'était la saison est fichue, on oublie, on passe à autre chose. Est-ce que les Français, finalement, vont, je ne sais pas être ridicules, mais en tout cas à la traîne avec cette décision, selon vous? Quand vous dites les Français qui ne seront pas ridicules, il faut déjà voir que le football français, même déjà avec des autres qui partaient avec tous les autres, ils étaient à la traîne. Lorsque vous voyez par exemple que le premier de la première ligue, le dernier de la première ligue, lui gagnait par exemple 150 millions d'euros et que le premier de la Ligue 1, lui gagnait 80 millions d'euros en droit de télé, cela veut dire qu'ils étaient déjà à la traîne. Donc, à une certaine période, il faut admettre parce qu'en même temps, on ne peut pas être au même pied d'égalité, même au niveau de la maladie ou une crise. Lorsque vous regardez, par exemple, le ratio par rapport aux contagions, certes, vous allez voir que le pays le plus contaminé sur 100 000 habitants, c'est par exemple la Belgique, que la France est peut-être à 40 morts sur 100 000 habitants. Et certes, peut-être, vous allez voir que l'Espagne est un peu plus, mais la France aussi pourrait être saluée sur le plan, sur le plan humanitaire, d'avoir d'abord préservé des vies et non d'avoir voulu soutenir le football. Moi, je dis par exemple aujourd'hui, regardez par exemple, l'Allemagne va commencer là, le 15. Or, selon les autres, selon l'UEFA et selon les autres championnats, ils vont certainement commencer à partir de juin. Donc, ils auront déjà un mois de retard. Et l'UEFA maintenant dit que la Ligue des Champions va se jouer à partir d'août. Donc, même sur le plan européen, les joueurs d'Espagne pourraient dire, par exemple, qu'ils ne sont pas mieux futés comme les joueurs allemands. Et peut-être les autres, les Anglais, qui n'ont même pas encore de date de reprise, vont aussi se dire que, mais nous également, on a un manque à gagner, ou bien on n'a pas eu à nous entraîner sérieusement, on n'a pas eu ceci. Il n'y a pas d'égalité possible. Pour l'instant, la France a pris une décision qui était d'abord de préserver des vies, et je crois que c'est une bonne décision. Peut-être l'avenir nous dira, mais ce n'est pas avec les dernières journées que la France aurait pu rattraper l'énorme retard qu'elle a déjà sur les clubs européens. Alors, de retard, on ne sait pas, mais Xavier Barret, ce prêt garanti par l'État, cet emprunt qui a été fait par la Ligue professionnelle de football, 224 millions d'euros, et qui va ensuite être redistribué au club. Est-ce que c'est un poids de plus sur justement les clubs du championnat de France? C'est d'abord un poids sur le contribuable français. Et c'est ça que moi je déplore. Le contribuable français est là effectivement pour financer les choses indispensables au fonctionnement de l'État, l'hôpital bien sûr, la police, la justice, les forces militaires quand on en a besoin. Et là du coup on va demander aux contribuables de garantir un emprunt. Et alors qu'il y avait une solution très simple, c'était d'attendre un petit peu et de laisser le football professionnel avec ses propres recettes qui sont de l'économie privée, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire les droits télé et le marketing, le merchandising. Mais non, on a fermé la porte, le gouvernement a fermé la porte à cette possibilité, pas seulement pour le football, pour le rugby aussi, pour tous les sports professionnels, a fermé la porte à cette possibilité et donc, mais du coup, fait peser la charge sur les contribuables qui sont déjà bien essorés et qui vont l'être encore plus avec les différentes mesures qu'il va falloir prendre après la crise économique. Donc non, évidemment, moi je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Quand on a des solutions pour faire venir de l'argent privé dans l'économie du sport en général et du football en particulier, il ne faut pas s'en priver, il faut juste prendre les garanties sanitaires pour pouvoir que tout ça se passe dans de bonnes conditions, mais il ne faut pas fermer la porte comme ça a été fait. Ce qui est choquant dans cette affaire, Annie, c'est que en fait, cet argent qui est emprunté est destiné à remplacer les manques à gagner que ne vont pas verser beIN Sport et Canal+, les diffuseurs du championnat. Et donc, c'est effectivement le contribuable, un dernier ressort, qui va remplacer l'apport de ces… Le contribuable derrière l'État. C'est vous et nous, oui. Et c'est dommage parce qu'en plus, ces chaînes-là continuent à percevoir les abonnements de leurs abonnés. Et donc, finalement, cet argent va rester aux chaînes
et alors qu'elle aurait pu aller au club. Ouais. Alejandro, d'autant que le Centre international d'études du sport de Limoges a par exemple donné des chiffres assez étonnants. Ces joueurs qui sont par exemple Neymar et Mbappé, les plus cotés du championnat de France, le fait d'être arrêtés 6 mois, si vraiment ils étaient objets de négociation durant le mercato, leur prix aurait baissé de 20%. C'est possible ça? Je ne sais pas, c'est en tout cas… C'est juste un calcul mathématique? Oui, absolument, mais… Bon, c'est un calcul un peu étonnant, mais c'est en tout cas, moi je trouve que la fin de cette équation est quand même très pénalisante pour le football français. Quoi qu'il arrive, désormais, le retard s'est creusé par rapport aux autres championnats. Xavier Barré, pour terminer, avant notre session carton, une petite question au sujet de Marseille, justement. On a entendu, alors la semaine dernière, avec Marc Lebrun, on fêtait le fait que Marseille soit en Ligue des Champions l'année prochaine, mais on s'inquiétait un peu parce qu'on sait que les finances de ce club sont dans le rouge, entre 70 et 100 millions, l'addition n'est pas très claire, même de la part des dirigeants d'ailleurs qui essayent d'avoir des arrangements comptables, mais en tout cas. Et puis là, on entend que des investisseurs pourraient être intéressés par ce club si populaire en France, et notamment saoudien. Il faut y croire? Alors pourquoi pas? Parce qu'on sait effectivement qu'il y a au Moyen-Orient une guerre d'influence entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc on aurait deux phares, on aurait le Qatar du PSG et les Saoudiens de Marseille? Absolument. Alors le fonds saoudien est en train de racheter Newcastle et ils ont de grandes ambitions pour ce club du nord de l'Angleterre qui est extrêmement populaire et qui avec de l'argent frais, pourrait effectivement venir brouiller un peu les cartes dans le jeu du Big Six en Angleterre, mais ils ont effectivement un terrain de jeu beaucoup plus favorable et plus facile pour eux pour se mesurer au Qatar, c'est effectivement de venir dans le championnat de France et de racheter l'OM, qui est quand même le grand rival du PSG, bon, avec Lyon bien sûr, mais bon, et du coup ils se mesureraient directement à leur ennemi, à leurs voisins et ennemis au Moyen-Orient sur le terrain de football. Alors c'est pas souhaitable non plus de retranscrire les guerres, même si c'est du soft power, des guerres d'influence sur le terrain du football, mais je pense quand même que le football français et surtout l'OM en sortirait gagnant parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui un gros déficit. Vous avez dit, Annie, entre 70 et 100 millions d'euros. Le dernier chiffre, je crois que c'était 91 millions d'euros de déficit pour l'OM. Actuellement, ils ne rentrent d'ailleurs pas dans les clous du fair play financier, ce qui fait que Marc Libra peut se réjouir de leur qualification administrative pour la Ligue des Champions. Mais si l'UEFA fait jouer le fair play financier, ils en seraient exclus de la Ligue des Champions. On n'en est pas encore là. Oui, donc il y a des solutions à trouver. On sait que Frank McCourt, le patron américain, a déjà dépensé beaucoup plus que ce qu'il pensait. Et donc, du coup, il va falloir effectivement trouver une solution. Le club n'est pas officiellement en vente, mais visiblement, il est prêt à le vendre. Et s'il y avait un fonds saoudien ou d'ailleurs qui viendrait, ce serait effectivement une bonne solution pour l'OM. On verra ça dans d'autres radios foot. Messieurs. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que très rapidement, Rémi, s'il vous plaît, rapidement. Déjà, il faut écarter cette hypothèse parce que le fonds saoudien, première des choses, il faut savoir que celui qui est derrière ça, il est en prison et selon les lois, il ne peut pas venir investir à l'étranger. Deuxième des choses, je devrais rappeler à Xavier Barré que par rapport à Marseille, tout comme on l'a raconté avec Kashkar quand on essaie de regarder, d'ailleurs, si le fonds saoudien voulait s'intéresser, ce serait plutôt à Paris et non plutôt à Marseille où il n'y a que le port. Donc, pour eux, aujourd'hui, c'est plutôt un autre club parisien qui est plutôt trop bas, c'est-à-dire que qui voudrait viser selon les dernières informations que moi j'ai pu avoir et qui paraissent un peu plus crédibles. Donc, ce côté-là, il faut oublier, depuis 2009, malheureusement, il faut se dire que Marseille, qui, à l'époque de Pape Diouf, vraiment, c'est encore une fois une façon de lui rendre hommage, avait un excédent de 14 millions d'euros. Depuis cette période, je crois que en enlevant Pape Diouf, justement ce 17 juin, je crois que c'était la mort de Marseille. Aujourd'hui, c'est une coquille vide, certes un bel emballage, mais il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, je ne vois pas. Ça serait bien qu'il y ait des fonds africains qui viennent sauver l'OM et les finances de l'OM, Rémi. Ça serait une bonne idée. Allez, direction, les amis, nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez-y, allez, Xavier Barré en rouge et noir comme le club de Flamengo, tel son perroquet brésilien derrière lui. Allez-y. Voilà, et justement, Annie, le toucan a quelque chose à nous dire. Voilà, il arrive, vous voyez, il m'a apporté un message. Et ce message, c'est un carton rose. Et je l'ouvre devant vous, Annie, parce qu'il vous souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Annie. Parabéns, Annie. Merci, muito obrigada, Xavier. C'est gentil. Merci beaucoup d'y avoir pensé. C'est très gentil. Merci le toucan, au tucano, bonito. Merci beaucoup, Xavier. Alejandro Valente, votre carton. Allez, il y a le journal Marca qui a organisé un concours parmi ses nombreux lecteurs dans le monde pour décider quel est l'écusson le plus beau dans le monde du football. Alors, on s'attendait, comme souvent dans les concours organisés en Espagne, à voir le Real Madrid et Barcelone au coude à coude, ou bien des clubs sud-américains, Flamengo, River Plate, etc. Eh bien non, c'est deux clubs africains qui ont tenu la corde jusqu'au bout, et c'est Al Ahly, le club égyptien, qui l'a emporté d'une petite tête face au Raja de Casablanca. Fluminense qui finit troisième et très très loin derrière. Donc c'est quand même assez étonnant. C'est vrai que c'est deux très beaux écussons. Il y a eu 1 million de votants, 10 millions de votants, hein, Alejandro. Absolument. Un truc de dingue. Absolument. Ouais. Je pense que ceux qui nous regardent sur le site Facebook de Radio Foot peuvent admirer ces écussons vainqueurs. Ouais. On était tout près du club de Al Ahly l'année dernière quand on était allé au tirage au sort de la CAN avec l'équipe de Radio Foot. Pour ce club égyptien. Voilà. Ouais. Rémi Ngono, votre carton? Le carton que je vais donner ressemble à la couleur de Xavier Barré qui l'a brandi avec sa veste rouge. Ouais. Je donne le carton rouge à Xavier Barré et à Alessandro Valente. Alessandro, vous avez oublié de souhaiter joyeux anniversaire au Barça qui hier, jeudi, fêtait son anniversaire de l'humiliation 4-0 face à Liverpool. 4-0 et ils sont là en train de danser, mon Dieu. Et ils disent encore, ils attendent une nouvelle Ligue des Champions pour encore prendre un autre 4-0. Ligue des Champions avec vous, c'est terminé. Comme dit un proverbe africain, la vache qui attend que l'herbe pousse et devienne verbe finit par mourir de faim. Pour des matchs un peu ridicules, j'ai regardé l'autre jour sur la chaîne d'équipe et ils repassaient le Real Madrid-Ajax. Et je pense que c'était pas mal non plus, Rémi. Ligue des Champions. Le carton vert de Radio Foot International, eh bien, malgré les maillot rouge porté par ce personnage, c'est un carton vert à Florent Balmont. C'était un peu le doyen du championnat de France à 40 ans. Alors stoppé dans son élan de fin de carrière, le pauvre, ça aurait dû être à la fin du championnat, ça aura été un peu avant. Il a donc confirmé sa retraite, Florent Balmont, à 40 ans. Il était ces derniers temps milieu de terrain de Dijon, mais en fait, il avait été très très longtemps à Lille où il avait remporté le titre de champion de France et la Coupe de France, 513 matchs de Ligue 1, et c'est un autre ancien dog, Eden Hazard, qui lui a notamment rendu hommage en disant avoir été fier d'avoir joué avec un coéquipier exemplaire. Voilà, n'oubliez pas nos vidéos sur la page Facebook de Radio Foot International, et notamment il y en a une, Rémi, je suis sûre qu'elle va vous intéresser. Elle parle du meilleur joueur européen et j'ai idée qu'il porte un numéro 7 et c'est Naïm Moniol qui nous vante le talent de ce grand joueur portugais qui joue à la Juventus. Et puis, il y a aussi une vidéo très intéressante sur un livre écrit récemment par Adam Khalil, un de nos confrères, sur les éléphants ivoiriens. On se quitte donc en musique avec le collectif sénégalais Dan Corona. En Wolof, cela veut dire « vaincre le virus ». C'est une vingtaine de rappeurs autour de Youssou N'Dour qui chantent. Les recettes de cette chanson seront versées au ministère de la Santé du Sénégal. Alors, salut à tous. On se quitte en musique avec ce clip pour ceux qui nous regardent et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir les amis, à bientôt. Awadi Supenda International
Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. Bismillah ñuy detti door dellu sàkku ñaan di ñaan yàlla mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li man maa fi sonal nañ corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fajaru fagaru raxasu te bañ a jaxasoo ba suba bi musiba sax duñ ko fàtte di ko jàngoro bu mel ni bii ku ne di xeex ci àdduna kon jaadu na ñu toog ci kër gi bandu yoo gi mooy du génn ko bari gi bañu rey corona. T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts. Mais à part ça, les familles se retrouvent. On respire cool, la médecine et la star. wax nañ ba sonn waaye taxul ñu bàyyi bàyyi daje yi te moytu jotaay toogal sa kër bàyyil mbedd me wax leen li ñu digle ñun duñ ci tay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li mën na fi jóge waaw jël leen seen mëtu waaye corona kenn du ko néew loo dool